Sarraud est docteur en sciences de l'éducation, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Son champ d'intervention et de recherche porte principalement sur l'évaluation des apprentissages du point de vue des pratiques enseignantes et des épreuves externes. Il est vice-président de l'ANNE Europe. Sa conférence est intitulée « Impliquer l'apprenant dans le processus d'évaluation ». Bien, bonjour. Ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés. Est-ce que je suis à bonne distance du micro? Oui, ça va. Bien. Alors, je tiens aussi à remercier évidemment Natacha et Catherine de m'avoir impliqué dans le processus d'organisation de la journée, puisqu'on va parler d'implication aujourd'hui. Donc, plus sérieusement, m'avoir invité à soutenir la réflexion de cette journée sur cette thématique qui me tient à cœur. Alors, bon, la première réaction lorsque Catherine et Natacha m'ont contacté, je me suis dit, tiens, c'est à la fois intéressant évidemment de se replonger dans ce souci-là, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'une préoccupation ancienne redevient d'actualité? Alors, c'est un peu un questionnement qu'on pourra avoir tout au long de la journée, hein. Évidemment, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on reparle de l'implication de l'élève dans le processus évaluatif, alors qu'on verra les premiers travaux datent quand même des années 80 dans le monde francophone, hein. Et qu'on en parle aujourd'hui sans doute parce que les enjeux sont d'autant plus importants dans les apprentissages, c'est-à-dire qu'on est confronté en effet à un cumul, à des difficultés liées à l'augmentation des attentes concernant ces apprentissages, et se pose la question à un moment donné, une question qu'on s'est déjà posée il y a 30 ou 40 ans, sur la nécessité d'évoluer, alors j'utilise à dessein un terme didactique, hein, de dévoluer peut-être la responsabilité de la prise en charge du processus d'apprentissage. Et donc évidemment que la journée va porter là-dessus. Alors j'ai remarqué que le titre de la journée d'ailleurs c'est impliquer réellement l'élève dans ce processus. Alors ce que je propose de faire c'est peut-être d'avoir une perspective, évidemment, je pense que c'est la demande qui m'a été faite, d'avoir une perspective un peu plus générale en ce début de journée, et puis dans les ateliers de concrétiser tout ça alors à l'aune du contexte. Évidemment que là, il y a une dimension importante, c'est qu'on peut avoir un discours assez général sur l'implication de l'élève, sa participation, et comment ça se manifeste en termes d'instruments et d'outils. Donc, je vais présenter déjà pas mal d'outils. Les plus intéressants seront dans l'atelier animé par Véronique en fin de matinée et cet après-midi, hein, pour le primaire. Mais évidemment que c'est important, en tout cas dans la réflexion qu'on a eue à Genève depuis pas mal d'années, de passer par ces outils. On a déjà entendu le terme d'étayage, d'accompagnement, évidemment, hein. Il y a en effet un souci d'outils et tout ça auprès des enseignants, ce qui reste un problème aujourd'hui toujours. Quels sont les outils à disposition des étudiants pour les aider en effet à aller de l'avant concernant cette thématique? Bien, alors j'ai organisé ma présentation, je garde la deuxième diapo encore, en deux parties. Une progression, on va essayer de partir du plus général pour arriver au plus d'outils possible, et donc une sorte d'opérationnalisation de tout ça. Donc les outils que je vais vous montrer, je vous mets en garde, ce sont des exemples et pas des modèles, hein, donc ils sont à critiquer, critiquables. On aura peut-être l'occasion de le faire déjà un peu tout à l'heure, mais sans doute dans les ateliers, parce que évidemment il y a toujours un aspect qui est lié au contexte et aux visées. L'instrument ne disant pas grand-chose de l'usage, et ça évidemment on le sait tous. Alors, je vais essayer de ne pas avoir de torticolis en essayant de faire avancer le diaporama en même temps que je vous regarde. Bien. Je vous propose d'abord un petit détour par la sociologie de l'éducation, pour essayer d'identifier ce que ça signifie en termes de présence de l'élève dans l'occurrence, le processus évaluatif. Dans quelle mesure, en effet, l'élève peut être acteur, quelle est sa place instituée et quelle est sa place réelle. Hein, donc là, il y a une sorte d'ambiguïté, peut-être que je vais essayer de vous présenter rapidement. Les stratégies étant peut-être la partie observable, hein, de cette dimension-là. C'est à travers les stratégies des élèves qu'on peut découvrir finalement comment ils vont s'adapter au système scolaire, hein, finalement. C'est de ça dont il s'agit. Pour après, alors, aborder de plein pied, on va dire, la notion d'application de l'élève, à travers des concepts que vous connaissez évidemment, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est l'articulation entre notamment la notion d'auto-évaluation et la notion d'autorégulation. Et puis, j'espère qu'on aura le temps de parler un petit peu du portfolio, parce que, et je vois déjà Catherine un petit peu sourire, c'est sans doute l'outil, on va appeler ça un outil, hein, qui matérialise le mieux
qui véhicule le mieux cette implication de l'élève. Alors, d'abord quelques constats concernant la place de l'élève. Donc, le système scolaire, l'institution scolaire, l'établissement scolaire, soyons plus au niveau méso, hein, l'établissement scolaire tend à une cohérence, évidemment, de plus en plus. Hein. On a toujours le souci, en tant que directeur d'établissement, d'assurer une cohérence dans les pratiques. Hein. On sait que cette cohérence ne peut être que relative, elle ne doit être que relative. C'est-à-dire que les pratiques des enseignants sont forcément différenciées. Et heureusement, hein, on doit trouver sa place en tant qu'enseignant dans un établissement, et donc je dois me démarquer partiellement quand même de mes collègues, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc assez rapidement dans le processus scolaire, l'élève, il va comprendre ce qu'il en est. Il va comprendre qu'au cours de français, la première heure, eh bien, il y a certaines attentes que je ne vais pas retrouver au cours d'histoire en deuxième heure. Et donc, la notion de comportement va être importante. L'adaptation du comportement de l'élève aux attentes scolaires. Et ces attentes, vous l'avez compris, elles sont diversifiées heure par heure pratiquement. Hein, donc on a tous été élèves, on sait bien que dans certaines situations, il fallait montrer certaines choses et pas forcément à l'heure suivante. On a tous un peu nos lubies aussi en tant qu'enseignants. Hein. Les lubies étant qu'on a nos particularités. Deux profs d'histoire qui travaillent sur les mêmes objectifs, on n'a pas jamais exactement les mêmes attentes. Donc l'élève, il comprend très vite ça. On va y revenir. Donc des comportements qui sont en partie clandestins. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire que la plupart de ces comportements, on ne les voit pas. Les enseignants ne les voient pas. Vous allez dire, mon Dieu, j'ai raté quelque chose. Oui, si on se replace en tant qu'élève, hein, il y a plein de choses qu'on a faites dont les enseignants n'ont pas eu connaissance. Ça vous arrive jamais de retrouver des anciens élèves qui vous disent « Ah, monsieur Tessaro, vous vous rappelez le plan de travail que vous avez mis en place ?» En fait, j'ai compris que beaucoup trichaient, et puis voilà. Mais 20 ans après, il y a prescription, en l'occurrence. Alors, quelque chose qui, dans une perspective interactionniste, pour moi, est important, c'est le fait que l'institution scolaire, finalement, n'est pas seulement celle qui va influencer le comportement des individus, mais elle est aussi, et sans doute peut-être surtout, la résultante de ces comportements. Donc cette logique bottom-up, on peut appeler ainsi, évidemment qu'elle est importante, concevoir le fait que ce qu'on fait en classe va dépendre aussi des élèves qu'on a en face de soi. Et donc, le système scolaire, il ne va pas non seulement influencer les pratiques des enseignants et des élèves, mais c'est aussi ces pratiques-là qui vont faire évoluer l'institution, qui vont la faire bouger. Alors ça, c'est un discours général que je vais essayer de préciser. Et puis, si on part de ces principes-là, ce qui est intéressant, c'est finalement se pencher sur le sens que les élèves vont donner à leurs actions dans ce contexte-là. Hein, je vais vous donner quelques résultats d'ailleurs des recherches qu'on a pu mener à Genève. Alors quelques concepts simplement pour que on ne se méprenne pas sur une certaine terminologie. Qu'est-ce que c'est qu'un élève acteur, par exemple? Alors là, c'est un souci très ancien, hein, sur le plan sociologique. Hein, les travaux de Touraine et de Creuset et Friedberg ont montré que finalement, dans toute situation, même la plus contraignante, il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours un espace, et donc l'élève, évidemment, même s'il est fortement contraint, il a toujours un espace dans lequel il va pouvoir en effet jouer de cet espace. Et donc, les travaux de Montando ont montré par la suite que finalement l'élève, il se prononce par rapport à cette situation, on va dire, et que même en comportement passif est voulu. Donc l'élève qui ne fait pas ou qui fait mine de ne pas être impliqué dans quelque chose, il a décidé de le faire. Donc on voit bien qu'on est en conséquence en effet des travaux cités préalablement. Deuxième concept, que vous connaissez très bien évidemment, c'est celui de go-between. La notion de go-between, d'ailleurs, ce n'est pas que Philippe Pernoud qui l'a travaillé, hein, elle était bien présente dans le monde anglo-saxon avant, mais sur le fait que l'élève, lorsqu'il navigue, lorsqu'il se déplace d'une situation à une autre, la situation c'est d'une classe à l'autre, mais c'est aussi et surtout pour Philippe Pernoud, c'était entre l'école et la famille. Entre l'école, entre la classe, le réseau principal, et le réseau secondaire ou en soutien, par exemple, soutien pédagogique. On voit bien que l'élève, il est sans arrêt en effet en train de se déplacer dans un système, mais entre les différents systèmes aussi. Et donc, lui, évidemment, il en tire profit. C'est-à-dire que là-dedans, il est profondément acteur. Troisième chose, ce concept aussi vous connaissez bien,
c'est la notion de métier d'élève. Alors, si je l'ai mis, c'est juste pour rappeler qu'on l'a toujours considéré, enfin souvent considéré en tout cas en Suisse romande, dans une perspective plutôt négative. Du genre, lorsqu'il s'adapte très bien à l'institution, mais qu'il en joue un peu, on dit « ouais, c'est le métier d'élève, c'est normal qu'il essaye de… » Non, c'est une sacrée compétence, sacrée habileté, comme diraient nos amis québécois. Hein. Le fait, en effet, de bien comprendre ce qu'on attend de nous, d'accord, pour être le plus performant au moment voulu. On sait bien qu'il y a des situations dans lesquelles on peut discuter, on peut faire passer des petits papiers aux voisins, il y a des situations dans lesquelles, non, il faut montrer ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Et donc, évidemment que là, il y a déjà une sorte d'inégalité, on le sait, à l'entrée à l'école. Allez, encore deux autres concepts. Le métier d'élève, j'allais dire, s'est émancipé et devenu un métier d'enfant, on pourrait dire ça comme ça. Avec les travaux de Lahire et surtout de Rayou, qui ont montré que c'est une catégorie en soi. L'élève, il n'est pas en adulte en devenir, hein, et donc, d'ailleurs, on est en train de découper de plus en plus, hein, parce qu'on a plus seulement l'adolescence, on a la préadolescence, bientôt on aura la pré-préadolescence, qui m'a fait dire à ma fille d'ailleurs, tu me traites toujours d'ado, ça fait 10 ans que tu me traites d'ado. Je dis oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'élargit dans le temps. Et donc, il faut peut-être découper à l'intérieur des strates. Donc, non seulement il y a la socialisation, voilà un terme sociologique, hein, donc l'intériorisation des normes, mais aussi une production des normes. Ceux qui sont parents savent très bien que nos enfants, ils contribuent à produire des normes aussi, on va dire. Hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à leurs souhaits, à leurs désirs, à leurs volontés. Et donc, cette logique est en plein dans ce qu'on peut appeler, en effet, l'élève acteur. Hein, et l'enfant acteur, en l'occurrence. Dernière chose, et c'est là-dessus que je vais montrer quelques exemples des travaux qu'on a pu faire à Genève, la notion de stratégie. Alors, la notion de stratégie est importante. De nouveau, sans essayer de la hiérarchiser. Le risque étant de se dire, ouh là, il utilise des stratégies, ça veut dire qu'il essaie de se faufiler, de passer entre les gouttes, voilà toutes les métaphores qu'on pourrait utiliser d'ailleurs. Non, les stratégies, c'est ce qui fait que l'élève, il fonctionne dans une institution. Hein, et donc, tous les travaux anglo-saxons, notamment ceux de Woods, ont montré en effet que sans arrêt, l'élève, il essaie de s'adapter aux situations changeantes, parce qu'elles sont tout le temps changeantes. Lorsqu'on change de structure scolaire, hein, lorsqu'on passe d'une logique généraliste à une logique en filière, etc., toutes ces étapes importantes font que ça demande des sacrées stratégies d'adaptation. Et donc, dans une classe, il en est de même. Hein, les travaux de Woods ont été ce qu'on a appelé les premiers à être dans une perspective qu'on pourrait appeler micro-sociologique, hein, d'aller observer concrètement ce qu'ils font les élèves dans une classe, c'est passionnant. Ce qu'a rajouté Philippe Noirnou, et je trouve intéressant, c'est qu'il faut relativiser la temporalité de ces stratégies selon dans quel degré on est. À l'école primaire, ce qui emporte aux élèves, c'est ce qui va se passer quand, pratiquement, ouais, ce soir, demain, bon, dans 3 jours, c'est les vacances, qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Donc c'est une logique à court terme. Parce que parfois on se dit, mais il est bête, il savait qu'il allait se faire attraper. Oui, mais il s'est fait attraper après. Après quoi? Après la boum, après la soirée festive à laquelle il voulait participer, etc. Bon, j'ai un exemple d'une élève dans ma classe, elle avait de très bonnes notes, hein. On est noté sur 6 chez nous, et elle a eu 5,5, je crois, en français ou en mathématiques. Et puis, je rends les bulletins scolaires, la maman vient le jour après avec le bulletin scolaire. Puis elle me dit, c'est normal cette tache, ce pavé blanc sur le carré où il y avait la note? Puis je regarde la note, c'était marqué 6. Je dis, non, c'est pas normal, vous êtes bien raisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'élève qui était une très bonne élève, avait une soirée avec ses copines le soir même, et en fait, comme ses parents étaient très exigeants, vous l'avez compris, elle a transformé le 5,5 en 6 pour pouvoir aller à la soirée. Donc elle savait qu'elle allait se faire attraper, mais le jour après. Donc vous voyez, la court terme, voilà, ça peut être le très court terme. Alors parlons peut-être des stratégies maintenant. Enfin, je dis peut-être, c'est une façon de parler, parce qu'on va parler des stratégies. Alors, ce que j'ai fait dans une recherche doctorale, c'est que j'ai distingué les 2 types de comportements. Hein, parce qu'évidemment qu'il fallait en effet distinguer l'attitude, on va dire, ou le comportement vis-à-vis des documents et des messages. Pourquoi? Parce que l'élève, dans son rôle de go-between avec la famille, il est messager. Il transporte beaucoup de documents. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais chez nous, pratiquement tous les jours, ils ont des documents transportés.
des messages entre la famille et l'école. Et donc ce rôle de messager et de message, comme dirait aussi Philippe Pernoud, il est complété par le fait qu'évidemment il y a un comportement vis-à-vis des adultes. Des adultes, qui peuvent être en effet l'enseignant titulaire de la classe, mais aussi d'autres enseignants qui travaillent en équipe, les parents notamment. Et puis donc ces comportements, ils peuvent être alignés de cette façon. Donc on voit que le comportement vis-à-vis sur la ligne horizontale, le comportement vis-à-vis des documents peut faire preuve de conformisme, et l'autre pôle serait celui de l'audace. Dans la relation aux adultes, on peut être dans une ouverture ou dans un repli. Je vous passe les détails pour aller assez vite, mais ce qui m'importait ici, c'est de définir 4 catégories de comportements. Donc ce n'est pas des catégories d'élèves, c'est des catégories de comportements, évidemment, qui vont en effet de l'adhésion à la manipulation en fonction du croisement de ces 2 axes. La première question, l'hypothèse, c'était aussi de se dire finalement quel est le comportement le plus attendu par les enseignants. Pour vous, ça serait lequel en l'occurrence? Vous aimeriez des élèves comment dans votre classe? Voilà. Et donc si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez compris que les élèves, ils ont compris ce que vous attendez d'eux. Et donc ils vont essayer d'adopter certains comportements, évidemment, on est dans ce contexte-là, qu'il ne faut pas négliger. Alors voilà les exemples de vignettes qu'on a soumis à certains élèves. Alors première vignette, ton enseignant souhaite transmettre un message te concernant à l'enseignant d'appui, chez qui tu vas 3 fois par semaine, sans te dire précisément de quoi il s'agit. Il écrit en mots et te demande de le lui donner quand tu vas le voir. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, il y avait 4 réponses. Donc je vous demande de choisir la réponse, de la noter dans un petit bout de papier. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous avez choisi? Il faut que ça soit intuitif. Les couleurs n'ont pas de signification particulière. C'est bon? Bon. Alors, vous notez ce que vous êtes, ou quel est votre comportement plutôt. Voilà. Bien. Je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, idem, une autre vignette sur l'évaluation du travail. Tiens, les notes que tu as reçues mardi dans ton carnet ne sont pas bonnes. C'est le bulletin scolaire, le carnet. Alors que d'habitude, elles sont meilleures. Tu dois leur rapporter signé le jeudi. Comment t'y prends-tu? Alors là, de nouveau, vous avez 4 choix. Alors, à ma maman, ça peut être mon papa, évidemment. Voilà, ça dépend de la dynamique familiale. Instinctivement, j'aurais mis papa plutôt que maman. Parce que... Bien, vous renotez? Voilà, donc vous avez compris le principe. Donc il y a un certain nombre de vignettes avec... et puis l'idée, c'était de voir finalement ce qu'il en était. Alors, évidemment, par rapport aux attentes, je dis évidemment parce que... les attentes, c'est d'avoir des élèves qui sont plutôt d'un comportement plutôt adhésion et persuasion. Donc on voit bien que les 2 tiers des élèves, ils sont plutôt dans cette logique. Je dis plutôt parce que là, j'ai un peu ramassé, on va dire, les résultats. Et donc ça signifie ça. Ça signifie qu'on a surtout des élèves qui ont des comportements de ce type. Alors, pour terminer avec cette partie, juste une précision sur ces catégories-là et leurs usages. Donc manipulation, en bas à droite, on pourrait se dire c'est la pire des catégories. L'élève, il est en repli dans la relation aux autres, aux adultes, et puis il fait preuve d'audace. Donc c'est peut-être ceux qu'on aimerait le moins avoir. Enfin, en l'occurrence, c'est la catégorie la moins choisie. Alors peut-être juste dans les résultats, ce qui peut être intéressant, c'est que les élèves qui sont le plus dans la manipulation sont les meilleurs élèves. Proportionnellement, je dis. C'est une catégorie qui était peu choisie, mais elle a été surtout choisie par les élèves qui sont les meilleurs dans la classe. Tiens, alors, à titre d'anecdote, j'enlève un peu le micro, mais dans une des classes, j'avais la fille d'un de mes collègues professeurs à l'université de Genève. Alors elle est en plein dans les stratégies manipulation et tout ça. C'est assez étonnant. Comme quoi, même les enfants des professeurs qui a priori sont... Bon, voilà. Tout ça pour vous montrer qu'on a confronté à une diversité évidemment des pratiques sur ce plan-là. Et ça permet donc de continuer sur la notion d'abord de stratégie. Alors,
Charles Hadji, d'ailleurs, qui vient en Suisse romande très bientôt, au mois d'avril, on est très content de le revoir encore une fois. En effet, dans son texte, en effet, parle de la notion stratégique comme habileté cognitive. Alors évidemment, si on transpose ça aux habiletés cognitives en termes d'apprentissage, sur les savoirs et les savoir-faire en classe, on voit qu'il y a un travail qui est à faire sur la notion stratégie. Hein. On a l'impression en effet que c'est des choses qui sont un peu, je ne veux pas utiliser terminées, hein, mais qui sont un peu données et qui ne sont pas travaillées spécifiquement. Ben oui, elles sont travaillées spécifiquement. Et ça, c'est important. Sans doute, ceux qui sont dans les disciplines plus scientifiques sont d'accord de se dire que dans les démarches, démarches de résolution, par exemple, on est aussi dans un apprentissage. Hein, et la démarche en tant que telle n'est pas donnée, donnant pas. Voilà donc des exemples qu'on trouvera dans les ateliers ou dans l'atelier de cet après-midi sur les questions qu'on pose aux élèves. Alors ça, c'est évidemment, à l'école, c'est le monde de la question-réponse, hein, ou des questions et des réponses. Olivier Molinier, en collègue, il a fait sa thèse là-dessus. Hein. On est sans arrêt dans ce jeu-là, on va dire. Et donc, il faut poser des questions là aussi. Plein de questions. À la limite, peu importe ce qu'ils répondent au début, mais il faut qu'ils se posent la question, les élèves. Parce qu'il y a des élèves, ils ne se posent pas certaines questions. Et donc, je vais y venir assez vite. C'est important, en effet, qu'ils se posent certaines questions. Et qui c'est qui les oblige à se poser des questions? C'est nous. Bien. Alors, essayons de voir maintenant, alors peut-être à contrario, dans une logique un peu moins habituelle, finalement, qu'est-ce qui va concourir à l'autorégulation des apprentissages? Partons de là. Hein. C'est se dire, in fine, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves soient les plus autonomes possible progressivement, évidemment, progressivement. Qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour les rendre plus autonomes par rapport à ces apprentissages? Donc, partons plutôt de la notion d'autorégulation. Bon, on pourrait être catégorique, hein, et d'ailleurs, l'élève, il l'est souvent. Il se dit, oui, bon, j'ai compris que le questionnaire 1, plus vite je l'ai rempli, mieux, plus de temps j'aurai pour faire autre chose. Donc, je vais rentrer dans les attentes de l'enseignant, je vais répondre à ses questions, après, il va me fiche la paix. OK. Évidemment qu'il faut essayer de dépasser un petit peu ça si on veut avoir un effet sur leurs propres apprentissages. Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant encore à tout ça, je me disais, quelle est la différence entre un processus qu'on connaît très bien, en tout cas l'ADMI, défini par plein, avec plein d'étapes. J'ai choisi de façon non innocente le processus défini par Linda Halal, mais le processus d'auto-évaluation, commençons par ça, il est très similaire au processus d'hétéro-évaluation. Hein, et donc, si on prend les étapes, on voit que finalement, il va falloir faire en sorte que l'élève comprenne quels sont les apprentissages en jeu. Ah ben voilà déjà une démarche peut-être intéressante et importante. Hein, avant d'arriver à l'auto-évaluation stricte, est-ce qu'il a compris sur quoi il doit s'auto-évaluer l'élève? Donc définir les objectifs, mieux comprendre ce qu'on apprend, mieux comprendre les critères en jeu et donc les attentes des enseignants. Et donc ça veut dire qu'évidemment l'auto-évaluation, c'est pas au moment où on a terminé l'activité, c'est avant de commencer l'activité. Donc c'est pour ça qu'on parle de processus, hein. Et donc il a profondément intégré à une séquence d'enseignement, une activité, et c'est au début de l'activité que ça se passe, surtout. À la fin, ça devrait se passer tout seul, pratiquement, si on a fait notre job avant. Et donc, c'est important, évidemment, de l'impliquer, l'élève, dans tout ce processus. Et pas seulement là en bas. C'est l'autorégulation, évidemment, qu'elle découle, hein, la conséquence de ce processus. Donc, il y a tout ça à faire avec les élèves, c'est comprendre quels sont les apprentissages en jeu. Ensuite, l'information qui est recueillie par les enseignants, par les élèves, c'est de porter un regard, évidemment, alors critique, un jugement, un auto-jugement, sur ma production. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'on appelle le jugement professionnel en règle générale. Hein, il se situe, on va dire, dans cette troisième phase, surtout, c'est avoir les outils pour pouvoir s'auto-évaluer et comprendre finalement à l'aune de quoi ma production, elle est bonne, moyennement bonne ou pas bonne du tout. Et évidemment, d'aller plus loin dans les spécificités des réponses. Autre chose par rapport à l'application de l'élève, toujours dans une sorte de généralité, ça a été relevé tout à l'heure par le directeur, on est dans une logique essentiellement formative. Hein, donc, je ne sais pas si c'est la peine de le formuler, mais cette conception formative, elle a aussi sacrément changé. Les enseignants qui sont à la veille de la retraite, ils me disent
L'évaluation formative, je pense à ras-le-bol, ça fait depuis les années 70 qu'on en parle. Finalement, on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Ben si, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, le fait que, déjà, dans une conception élargie, hein, comme l'ont relevé Linda Halal et Lucie Motier-Lopez, dans un texte de l'UNESCO, en anglais et en français, c'est qu'on va à un moment donné se poser la question de la participation des élèves à l'évaluation formative. Hein, et donc, c'est un souci important. Dans une logique de différenciation, on ne peut pas faire l'impasse d'appliquer l'élève. Hein, on est obligé, en effet, d'évoluer ça, enfin, c'est ce terme que j'ai bien utilisé, pour montrer qu'à un moment donné, c'est une responsabilité de l'élève aussi. Ce qui fait que la notion de régulation, dont on a déjà parlé tout à l'heure, finalement, la régulation étant du côté de l'enseignant, elle va se déplacer. Hein, elle va se déplacer. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est tout le travail, évidemment, de l'autorégulation. Hein, appliquer l'élève, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il puisse s'autoréguler. Et ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas s'autoréguler de façon implicite et presque non réfléchie, parfois. Hein, c'est avec une distanciation. Et c'est ça, tout notre travail à faire, c'est faire prendre conscience aux élèves de ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, c'est le travail le plus délicat. Alors, ce processus d'autorégulation, je vais vous mettre ce qui va avec, hein, parce que, voilà, hop, comme ça, vous avez tout d'un coup. Donc, il est profondément interne, bien sûr, hein, ça concerne l'élève. Ce qui est important, le plus important, c'est ce qui est en bas à droite. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut en termes de régulation de l'enseignement. Si l'élève a décidé que non, c'est non. C'est pour ça qu'il y a des élèves, c'est la résistance de ces élèves qui, parfois, nous font baisser les bras. Se dire, mais moi, tout ce que j'ai fait en termes de régulation, j'ai suivi tous les cours à l'université de Catherine, ça ne suffit pas. Et ben ouais, parce qu'à un moment donné, hein, c'est l'autorégulation qui fait foi, on va dire, hein, sur la progression des apprentissages. Et donc, évidemment que la perspective sociale est importante, hein, on va le voir notamment dans la logique du portfolio, mais notre travail, c'est de faire prendre conscience à ce qui se fait, à un moment donné, chez l'apprenant. Et le processus d'autorégulation, il est toujours présent, il faut le savoir. Il y a toujours l'autorégulation. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il peut en dire l'élève? Quelle conscience il a de ce processus? Et c'est tout ce travail à faire, vous avez sans doute compris, qui est de l'ordre de la métacognition. Hein, et c'est là où on a un travail à faire essentiel, puisque les élèves, j'y viendrai dans les biais, ils sont différemment outillés pour ça. Il y a des élèves, déjà dans les tout petits degrés, ils disent plein de choses. Ils vous expliquent comment ils revoient leurs devoirs à la maison, comment ils apprennent le vocabulaire d'allemand, d'anglais, etc. Ils vous expliquent minute par minute comment ils font à la maison. Hein. Il y en a d'autres, ils vous disent j'apprends. Comment tu apprends ton vocabulaire? J'apprends. Oui, mais concrètement, je rentre chez moi et voilà. Donc, cette verbalisation, elle est déjà présente chez certains élèves. Bien. Alors, je vous l'ai dit, donc ce processus d'autorégulation, finalement, il est en conséquence des différents niveaux de régulation. Alors, de nouveau, hein, j'ai toujours mes mêmes références, mais différents niveaux de régulation qui sont de notre côté, du côté de l'enseignant. Et pour que ces différents niveaux de régulation soient complémentaires, soient les plus efficaces possibles, il faut les outiller. Et cette journée elle va contribuer évidemment à mettre en lumière, je pense, en tout cas en évidence, qu'il y a des outils qu'on doit utiliser systématiquement pour que ces régulations, d'une part, essaient le plus efficace possible, bien sûr, mais qu'on en laisse des traces. La difficulté, c'est que beaucoup de régulations sont dans les interactions et qu'il n'en reste pas grand-chose. Le portfolio vise à garder des traces de tout ça, justement, hein, de ces régulations. Brièvement, si je reprends les trois niveaux, donc le premier niveau, c'est celui des régulations liées à la structure de la situation proposée aux élèves. L'activité qu'on propose, elle peut être même régulatrice. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples, j'espère qu'ils feront sens pour vous. Les aides-mémoires, si vous intégrez un aide-mémoire dans une séquence didactique de français production écrite, hein, donc l'aide-mémoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre, en effet, d'identifier pour chaque module, hein, chaque activité, quels sont les éléments qui vont contribuer à nous aider à écrire un texte à la fin de cette séquence. Et donc cet aide-mémoire, il va permettre, évidemment, on pourrait fournir un aide-mémoire déjà rempli aux élèves. Hein, l'idée, c'est au contraire de co-construire, on va dire, les constats qu'on fait systématiquement d'une activité à l'autre.
Vous verrez que les outils, en général, ils ne sont pas compliqués. Hein. Mais, dans les documents qu'on appelle quorum chez nous, l'aide-mémoire, il est intégré à la séquence. Donc, il y a non seulement les modules d'enseignement, mais il y a des outils de ce type, hein, qui concourent, en effet, déjà dans l'activité à des régulations. Alors, ces aides-mémoire, voilà, hein, différentes sortes, qu'on va retravailler tout à l'heure dans l'atelier, en tout cas, pour la révision sur ces aspects. Ça, c'est écrit ici. C'est écrit au tableau noir. Hein. En fait, l'enseignant il a fait une fiche pour les distribuer, mais c'est les élèves qui ont fait émerger ces objectifs et ces critères, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne production? Bien, voilà, guide orthographique, ça c'est quelque chose qu'on va travailler. Le guide orthographique étant un élément procédural, un outil procédural qui fait que pour chaque élève, on a un guide différent. Et c'est ça qui est fondamental. Hein, parce que des aides pour l'orthographe, il y en a plein. Il y a des documents de référence, hein, évidemment, qu'on appelle memento chez nous. Hein. On sait bien que les élèves en difficulté, le memento, la première fois, il l'ouvre. La deuxième fois, il l'ouvre, se torture. La troisième fois, il le lance par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les élèves en difficulté, ils ont déjà ils perdent beaucoup d'énergie à trouver de l'information nécessaire. Et donc, on verra dans l'atelier, décidément, vous avez aujourd'hui m'inscrire à l'atelier de Véronique, que ces outils peuvent être profondément différenciés. Alors, mathématiques, j'aime bien parce que tout ce qui est activité sous forme de jeu, plus ludique, hein, ce sont des activités où même si les élèves jouent entre eux, si nous, on va boire un café pendant ce temps-là, on ne fait jamais ça, évidemment, hein, mais le fait de jouer va mettre en place des régulations entre les élèves. Là, à toujours 12, je ne sais pas si vous connaissez l'activité, hein, mais si l'élève pose une carte et que ça ne fait pas 12 et qu'il prend toutes les cartes, les autres, ils vont réagir au quart de tour. Et donc, c'est à force de jouer que l'élève va progresser, hein, à l'aide de ses camarades notamment, et de l'activité en elle-même. Voilà, donc ce premier niveau, il est important parce que les manuels d'enseignement aujourd'hui, sur ce point-là, ils sont, à mon avis, en tout cas de ceux que je connais en Suisse romande et en France, ils sont beaucoup plus pertinents. Il y a beaucoup plus d'éléments qui concourent à cette régulation par la structure de la situation. Deuxième niveau, c'est que, évidemment, l'enseignant ne va pas boire son café. Donc lui, il va intervenir, hein, pendant l'activité. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'il va intervenir? Dans une logique de guidage ou d'étayage, on peut le faire en effet de façon très ciblée, en remarquant les difficultés, hein, en feedback du genre t'es sûr, ça s'écrit avec 2 S, t'es sûr que tu as souligné la bonne réponse? Je caricature parce que là, c'est la notion de guidage ciblé. On est toujours pris par ça en tant qu'enseignant. Pourquoi? Parce qu'il y reste 5 minutes de l'heure et que je n'ai pas le temps de me déplacer vers la droite, on va dire. Pourtant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi l'élève fait des erreurs, évidemment. Hein, c'est de l'obliger à un moment donné à expliquer pourquoi il a fait cette démarche, pourquoi il en est arrivé à ça, pourquoi, etc. Hein, et donc ce temps qui semble du temps perdu, parfois, vous avez compris sans doute, c'est du temps gagné sur la progression de l'élève. Donc l'enseignant, en effet, il a un rôle très important de guidage auprès des élèves. Et puis le troisième niveau, c'est celui des interactions entre les élèves. Interactions entre élèves qui sont dans une logique sociale, de groupe-classe, hein, évidemment fondamentale. Alors, de nouveau, le souci, c'est comment garder des traces de ce qui se passe entre les élèves. Ça ne fait pas partie des manuels d'enseignement, vous n'avez jamais ça. Hein. Mais si je les mets par deux, qu'est-ce qu'on va garder des interactions entre les deux élèves? Ben, dans les recherches, on les enregistre. Et donc après, on réécoute, on dit « Ah, dans ce duo, c'est génial !» Il y a eu un conflit socio-cognitif. Alors quand aux étudiants, je leur parle d'une réalité, ils me disent « On croyait que c'était seulement une théorie, le conflit socio-cognitif. » Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. La preuve, écoutez cet échange. Et puis, parfois, entre les élèves, évidemment, il ne se passe rien. Donc, vous voyez, on est de nouveau du côté de l'enseignant. Hein, les régulations qu'on essaie de mettre en place, des fois, ça ne marche pas du tout. Hein, l'autorégulation, il n'y a rien qui se passe. Bien. En mathématiques, alors ça c'est un exemple, c'est ma collègue québécoise qui avait transformé les prénoms des garçons en prénoms de filles et vice-versa, vous avez constaté? C'est garder des traces dans les lancers de dés, dans la décomposition des nombres. Hein. Qu'est-ce que choisit l'élève? Donc ça c'était rajouté par l'enseignant. Dans la production écrite, ça ne nous coûte rien aux enseignants de dire aux élèves à un moment donné, 2 par 2, échangez vos productions, relisez-les et laissez des traces de ce que vous donnez comme conseil à votre camarade.
Et donc là, on avait fait, comme c'était sous forme de recherche, on a dit les propositions, vous les mettez en bleu, je crois que c'était. Puis après, quand vous reprenez votre texte, vous le complétez à la lumière de ce que vous avez lu de vos camarades, hein, et vous le mettez en rouge. Et donc, du coup, on voit les traces, les effets des régulations entre pairs. C'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment qu'on a très rarement l'occasion de garder ces traces. Hein. Mais pour montrer que dans des dynamiques peu coûteuses pour l'enseignant, on peut faire plein de choses intéressantes. Voilà, ça c'est un document de nouveau qu'on va utiliser en atelier sur un guide orthographique à deux. Les mettre à deux, hein, de façon critique, sur un guide orthographique. Voilà. Donc, la difficulté, c'est moi je peux faire tout ce que je peux, à un moment donné, se pose le problème de ce qu'il en retient, l'élève, de tout ça. Certains, comme Zimmermann, ont outillé la démarche en disant, on va, alors, elle peut être critique, hein, je suis en partie critique sur cette démarche-là, c'est se dire, dans un premier temps, on va demander à l'élève d'observer un outil que moi j'apporte en tant qu'enseignant, d'accord ? Progressivement, l'élève va utiliser cet outil avec un étayage, et à un moment donné, il va s'approprier l'outil. Donc les outils, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est des outils, à un moment donné, évidemment, il faut qu'ils soient intériorisés, appropriés par les élèves, et donc, ils n'existent plus physiquement. Ils sont dans la tête de l'élève. Nous, tous ces outils qu'on pourrait avoir dans un portfolio, la plupart, ils sont dans notre tête, hein, évidemment. Hein, il y a une appropriation qui va se faire, qui se fait très rapidement chez certains et très très lentement chez d'autres, évidemment. C'est ça la difficulté. Ça veut dire que les guides orthographiques qu'on a vus tout à l'heure, certains vont les sortir régulièrement et d'autres, ils ne vont plus les sortir. Hein, et donc, on constate, on observe même cette différenciation. Je vous l'ai dit en préambule, les régulations cognitives, elles sont implicites, elles sont continuelles, elles sont toujours présentes. C'est-à-dire que l'élève, il fait toujours quelque chose. Mais lorsque vous lui demandez ce qu'il a fait, souvent il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, ou je ne sais pas l'expliquer. Voilà. C'est ça la difficulté. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va être confronté à la même situation, enfin, une situation similaire la semaine d'après, c'est comme s'il repartait à zéro. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il fasse le lien. Pour nous, c'est clair, en disant, pendant 3 semaines, on travaille le module 6 de mathématiques, ce sont les mêmes objectifs. Hein, et d'une activité à l'autre, ce sont les mêmes objectifs. Il y a des élèves, ils n'ont toujours pas compris. Hein, et donc, pour eux, ils repartent toujours dans une logique en disant, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Et donc, passer à la régulation métacognitives qui sont, elles, alors réfléchies, conscientes, ou en tout cas plus réfléchies et plus conscientes, et qui permettent évidemment de progresser. La progression, c'est bien ça. Hein, que ce soit d'une façon spiralaire ou pas, on est dans une logique évidemment où on est de plus en plus compétent à tout point de vue. On devrait l'être en tout cas. Alors, comment va se faire ce passage délicat ? Il va se faire par l'auto-évaluation. Nous les outils concrets, observables, physiques, c'est ceux de l'auto-évaluation. Et l'hypothèse forte, c'est qu'à travers cette démarche d'auto-évaluation, l'élève, il va prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, hein, de ces processus méta. Alors Calvin, lui, il est persuadé que ça marchait, hein. Mais ça n'a pas l'air d'être l'avis de sa maîtresse. Alors après, vous savez comme moi ce qu'il en est, c'est que c'est pas toujours lui qui a raison, en l'occurrence. Voilà, donc lorsqu'on parle d'auto-évaluation, alors il y a une misunderstanding, il y a une incompréhension. C'est marrant que les mots, pas en flamand, mais en anglais. On est dans une logique d'auto-évaluation. Et quand je dis on, c'est pas seulement les enseignants, c'est surtout les élèves. Les élèves, ça c'était les travaux de Pernoud. Hein, lorsque vous commencez à travailler sur l'auto-évaluation secondaire, il y a des élèves, ils avaient répondu à l'enseignant, ils m'ont dit, mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça? C'est vous qui êtes payés. Vous êtes payés pour nous évaluer. Alors demandez-nous pas de... Voilà, donc il y a je vous renvoie à ces textes, hein, c'est assez intéressant. Donc la logique habituelle, c'est celle-ci. Hein, c'est que c'est l'enseignant qui évalue les productions de l'élève, et pas les élèves, et que, évidemment, il y a toujours quelque chose qui se passe auprès de chacun des évalués et des évaluateurs. Hein, il y a une boucle, c'est la boucle qui est en trétillé. Mais il faut se déplacer, évidemment, dans le cadre de l'implication de l'élève,
Et la mauvaise compréhension, c'est que lorsqu'on parle d'auto-évaluation, on pense à ça. C'est pas compliqué l'auto-évaluation. Je leur donne un document, ils ont passé en contrôle écrit, ils vont s'auto-évaluer. Oh, mais s'ils sont capables de faire ça, et vous ne savez plus à rien, d'accord, c'est in fine ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est qu'elle soit autonome sur ce plan-là. En fin de journée, en tant qu'enseignant, par exemple, on est apte, ou en tant que stagiaire, voilà, puisque j'ai aussi des stagiaires qui vont être enseignants, à la fin de la journée, ils sont aptes à porter un regard auto-évaluatif sur ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on leur demande de faire. Ils ont déjà un certain nombre d'outils, d'accord? Ça, c'est l'auto-évaluation sans strict. Mais en l'école obligatoire, on ne peut pas rentrer par là. Ce n'est pas possible, d'accord? Et donc, on va rentrer par les deux autres fonctions, qui sont l'évaluation mutuelle et la co-évaluation. Donc, l'enseignant, il a un rôle évidemment fondamental à jouer, dans le fait que si on demande à l'élève de s'auto-évaluer, ce qui emporte, c'est de confronter ce qu'il dit de lui à ce que nous, on pense de ce qu'il a fait. Et ça, c'est une dynamique qui est importante. Et ce n'est pas une dynamique dans le fait de mettre des croix à côté de ce qu'il a fait seulement. C'est sous forme d'entretien. C'est sous forme de mieux comprendre pourquoi il a fait ça et pourquoi il s'est trompé et qu'il pense qu'il a fait juste. Et donc, ça vaut la peine de prendre du temps avec certains élèves, hein, quelques minutes, pour essayer de mieux comprendre, d'une part, pourquoi il a mis du vert, alors vous avez mis du rouge, vous avez mis 6 et lui, vous avez mis 3 et lui, il a mis 6, hein, puisqu'on parle de notes. Mais c'est dans une logique, en effet, fondamentale, qui va pouvoir permettre à l'élève de mieux comprendre, finalement, quelles sont les attentes et où il en est par rapport à ces attentes. L'évaluation mutuelle, c'est des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. Elle peut être très simple, dans le fait que les élèves vont évaluer les productions des camarades. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein, d'accord? Mais pour pouvoir évaluer correctement la production du camarade, vous avez compris qu'il faut comprendre quelles sont les attentes de nouveau. Hein. Et donc, il y a tout un travail à faire en amont de ce processus, qui est celui de s'assurer que les élèves ils ont bien compris quelles sont les attentes en fin d'une séquence didactique, par exemple. Hein, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'ils sont censés montrer à ce moment-là? Voilà quelques exemples d'outils. Donc là, on est dans une logique d'évaluation mutuelle. Hein, présentation d'un livre. Voilà une situation classique, hein, présentation d'un livre. Pourquoi est-ce que les critères ici, ou les consignes, hein, évidemment on ne peut pas faire la distinction parce qu'ici il y a une erreur, une confusion parfois entre la notion de consigne, de critères, voire d'objectifs, hein, mais si c'est en italique, c'est parce que les élèves, c'est eux qui ont fait émerger ces critères-là. Hein, ce n'est pas l'enseignant qui leur a distribué un document en disant voilà, tu vas être noté sur cette présentation d'un livre, qu'est-ce qu'il en est. Donc tout ce travail à faire à gauche, bah, c'est celui-là, hein, c'est le plus important finalement. C'est ce qui prend le plus de temps. Une fois que l'élève il est bien au clair sur sa façon de présenter, à quoi il doit faire attention, son auto-évaluation sera plus pertinente. Et donc là, on demande à l'élève de s'auto-évaluer et à la camarade, en l'occurrence Marie, je crois que c'était, non Juliette, d'évaluer la production de Marc. Et donc de nouveau, l'outil, lui, va favoriser hein, le fait que, bah, on n'est pas d'accord. Tu as dit que tu as parlé de manière claire avec des phrases courtes, bah, c'était exactement le contraire. C'était pas clair, la preuve, on n'entendait pas tout à fait ce que tu disais. D'ailleurs, tu as vu, tu as des mains qui se sont levées à un moment donné parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu étais en train de dire, etc., etc. Donc, vous voyez que les éléments d'observation hein, font qu'il y a une confrontation là, entre ce que pensait Marc de sa production et ce qu'a pensé Juliette de la production de Marc. Et donc, à ça, vous rajoutez encore qui? L'enseignant. Vous voyez le triptyque là hein, et donc, ça, évidemment, ça peut être très riche. Et donc, ça, c'est soutenu par des outils de ce type. Hein, et ces outils sont construits avec les élèves. Voilà, et puis Juliette se fend même dans conseil pour la suite. Dans les documents de production écrite dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des outils de ce type. Alors, vous n'arrivez pas bien à lire parce que je n'ai pas réussi à mieux scanner que ça, mais on a une logique donc un peu similaire, les attentes à gauche, l'auto-évaluation et l'évaluation d'enseignant. Donc là, c'est une co-évaluation favorisée par le document qui se trouve dans le manuel d'enseignement. Donc les enseignants, même s'ils n'y ont pas pensé, ils sont obligés de passer par là. Enfin, obligés. La prescription est toujours relative, mais... et donc on voit bien qu'on peut influencer les pratiques à travers ce genre d'outils. Voilà pour les plus petits. Hein, donc on a les domaines des compétences attendues dans le comportement. Hein. Il y en a 3, mais en fait il y en a 4 maintenant à Genève. Et puis donc on a des objectifs qui sont spécifiés et on voit bien que l'élève il peut ne pas être d'accord avec ce que pense l'enseignant.
hein, et ça arrive fréquemment. La question, c'est pourquoi est-ce que lui met du vert et moi je mets du rouge? C'est ça la question. Je ne le sais pas forcément. Donc, évidemment, là, il y a une interaction. C'est pourquoi est-ce que tu penses que tu rends toujours tes travaux signés? Tu peux montrer des exemples. L'enseignant, lui, va montrer des exemples qu'il y a des travaux qui sont bâclés, évidemment. Donc là, c'est plus facile peut-être au niveau du primaire. Donc là, de nouveau, je prends soin du matériel. Oui, quand je vois le nombre de crayons que tu casses à la fin du trimestre, je me pose des questions. Alors, dans le comportement, je crois que c'est aussi un document qu'on va utiliser tout à l'heure. On a une logique similaire. Les comportements ici étant définis par le bulletin scolaire, hein, ils sont prescrits, sauf que, vous voyez, qu'est-ce que c'est que mes relations avec les élèves? Pour les élèves à l'école primaire, en l'occurrence, les relations avec les élèves, c'est, comme vous voyez, des indicateurs qui ressortent, ils n'ont rien à voir avec ce que je pensais moi en tant qu'enseignant. Hein, l'élève qui dit mais pourquoi vous m'avez mis, voilà, parce que c'est comme ça, hein, pourquoi vous m'avez mis en rouge dans les relations avec les élèves? Moi, je me marre, moi, avec mes copains. On se lance, on ne se décroche pas dans les couloirs, on lance des trucs à travers les... Donc, on rigole bien. Bon, il s'est fait un peu mal, il a été à l'infirmerie, mais c'est pas grave. Voilà, donc, quels sont les critères, hein, on va dire, ou plutôt les indicateurs de ces critères-là? Évidemment, c'est tout un questionnement, et sans vouloir être redondant, ça signifie que si le travail en amont n'a pas été fait, ça ne sert à rien d'impliquer l'élève en lui demandant de mettre des pastilles de couleur ici. Hein. On peut être plus ambitieux, évidemment, et ça s'y prête mieux pour les élèves du secondaire inférieur ou du secondaire supérieur sur des grilles de ce type, hein, qui étaient développées par Brocart. C'est, OK, on a des attentes qui sont... qui peuvent être illustrés par des niveaux, hein, des niveaux d'attente. On voit bien ici, hein, entre le 1, le 2 et le 3, qui peuvent être 1 point, 2 points et 3 points d'ailleurs, hein, c'est égal. C'est l'auto-évaluation de l'élève vis-à-vis de ces attentes-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et donc là, il y a toute une dynamique, on va dire, liée de nouveau à la bonne compréhension des attentes. Et où est-ce que je me situe, moi, par rapport à ces attentes? Alors, j'utilise le terme attente volontairement, hein, c'est un terme plus général que des critères, hein, on pourrait appeler ça des critères en termes évaluatifs, de façon volontaire. Bien, voilà, donc un autre exemple. Alors, à un moment donné, ça, je crois que c'est une fiche québécoise, il me semble, il faut faire attention parce qu'on met tellement de choses que ça devient assez complexe. Hein, et donc, on fait croiser, ça montre la richesse, hein. C'est-à-dire qu'on peut impliquer les élèves d'une façon, une évaluation mutuelle, avec une co-évaluation, avec des conseils en termes de régulation proposée, et voire de régulation effective. Le portfolio, c'est je propose des régulations, le jeu, ça peut être le camarade, l'enseignant, c'est 2 semaines après, qu'est-ce qu'il a fait de ces régulations proposées? Donc le lien, en effet, on voit apparaître le lien entre la régulation en termes d'enseignement et les effets de cette régulation sur une production qui a lieu quelques temps plus tard. Il me reste combien de temps? D'accord. Bon, je vais accélérer. Alors, voilà, ça, c'est tous des exemples. Si jamais on pourra vous faire parvenir, hein, les outils, j'en ai gardé tout plein. Bien. Alors, si on fait un petit retour en arrière, je préférerais montrer d'abord les outils pour venir aux aspects plus théoriques, on va dire. Le courant d'Aix-Marseille, comme on l'a appelé, hein, dans les années 80, notamment, a vraiment insisté sur cette implication dans une logique formatrice, comme l'a appelé l'initiative. Hein. L'évaluation formatrice, c'est bien cette implication qui, alors ça c'est très exigeant, devient un objectif d'apprentissage. Donc on peut pousser jusqu'au fait que c'est un objectif comme un autre. C'est-à-dire qu'on doit travailler ces apprentissages avec les élèves du même type qu'on travaille les apprentissages disciplinaires, par exemple. Hein. Et donc l'implication de l'élève dans une logique formatrice, elle est très exigeante et évidemment, il faut s'en donner les moyens. Et donc, on voit bien que Janton, lui, il insistait déjà sur l'aspect sur lequel j'ai quand même insisté, c'est le fait que tant que l'élève ne s'approprie pas les critères et donc les attentes, ça ne va pas bien marcher. Hein, ça va pas bien marcher. Le risque étant, notamment chez les plus petits, mais je le vois aussi à l'université, d'être dans une logique affective, socio-affective, hein, évidemment. Hein, je suis en train d'évaluer la production de mon camarade, en fait, je suis en train d'évaluer mon camarade plus que sa production. Et donc, du coup, si je n'ai pas un regard plus objectivé, ça pose un problème.
Alors, bon, j'ai aussi noté les travaux de Campanale, évidemment, hein, puisque elle est restée longtemps à l'ADME aussi, et sa thèse sur ce processus, hein, cette hiérarchisation qui passe par une prise de recul, une distanciation, puis une décentration. Voilà, je vous renvoie à leurs travaux qui sont facilement atteignables sur Internet. Bien, l'auto-évaluation, c'est donc un discours, et ce n'est pas juste des outils. Hein. Moi, je vous montre plein d'outils, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le discours autour de ces outils, au-dessus de ces outils. Bien, de façon aussi, j'espère, assez concrète, l'idée de l'auto-évaluation, c'est de faire travailler, je vous les mets tous, hein, comme ça vous les avez, ça c'est nouveau les textes de Linda Halal, c'est de travailler sur les représentations des élèves. Les représentations, c'est prendre du temps pour me comprendre pourquoi il a fait ça l'élève. Est-ce qu'on a toujours le temps de le faire? Vous allez me dire, ouais, ben ça c'est un principal écueil, hein. C'est qu'on a plein de temps pour autre chose, mais on n'a pas le temps d'écouter l'élève qui nous explique pourquoi il fait ça. Surtout quand il y en a 4 ou 5 à qui ça profiterait. Bien. La réflexion sur les stratégies. Hein, je vais y revenir tout de suite, c'est important. Il y a des élèves qui développent des stratégies très rapidement, efficaces. Comment faire tirer profit, évidemment, les élèves pour lesquels c'est moins évident. La logique sociale, hein, interactive, elle est fondamentale. Confronter les démarches, intégrer les critères externes, on en a parlé, et puis les relations entre les tâches, qui montrent que pendant 3 semaines, en français production, on va travailler sur le genre argumentatif. Tout ce qu'on va faire, c'est vous aider à mieux produire un texte dans 3 semaines. C'est ça l'objectif, le fil rouge. Pour l'enseignant, en principe, c'est clair, mais pour certains élèves, c'est pas clair. Donc, tout ça, tant que ça, c'est pas clair, ça va poser un problème. Alors, Hadji, il a aussi mis sa patte, hein, évidemment. Donc, aussi dans une logique progressive, on va dire. Hein. À gauche, on a l'autoconstat. Ce qu'il appelle l'autoconstat, c'est les choses très ponctuelles sur des outils hein, qu'on travaille ponctuellement. La logique étant, à un moment donné, que l'élève, en effet, à travers ces outils et ces processus, il va avoir une logique critique d'autorégulation qu'on pourrait appeler métacognitive. Donc, c'est la dernière étape, hein, la régulation métacognitive. C'est à l'aide de ces outils, peu à peu, se distancier, dirait Campanale, pour, en effet, prendre conscience de comment je fonctionne, finalement. Bon, ça, c'est, je vous passe les détails entre métaconnaissance et régulation métacognitive, si ce n'est que, il faut toujours faire attention quand on dit je passe rapidement sur. Non, en fait, c'est important, c'est que les métaconnaissances, elles peuvent être là, présentes. Si vous posez des questions aux élèves, ils savent vous expliquer leur stratégie, ce qu'il faut faire dans telle tâche. Oui, là, on a une expérience de science, je sais qu'il va falloir faire des hypothèses, etc. Est-ce qu'il le fait? Est-ce que l'élève, il le fait? Est-ce que, pendant qu'il est en train de le faire, il est capable de s'autoréguler pendant l'activité? Et donc, c'est pour ça que déjà, des Flavel, hein, on a distingué ces deux domaines. Celui de la connaissance métacognitive et celui de la régulation métacognitive. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment ce qui est en bas. Ça ne sert à rien d'avoir un discours sûr si on n'est pas capable de montrer, je ne vais pas dire pas capable, mais on n'arrive pas à montrer finalement comment j'utilise en acte. Alors les instruments, je vais les passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais arriver quand même notamment au portfolio. Donc on peut poser des questions sur ces métaconnaissances, mais vous avez compris en effet que parfois ça ne suffit pas, ou ça ne suffit pas en général. Bien, alors passons aux régulations. Les régulations étant que, on va demander aux élèves, ça c'est un peu la difficulté, il faudrait, ça pose un problème de recherche d'ailleurs, leur poser des questions au moment où ils sont en train de faire quoi? De produire un texte. Tiens, tu as écrit un paragraphe là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réviser. Tu fais comment pour réviser? Oui, alors on a vu que les caractéristiques du genre argumentatif, c'est ça. Et donc, je vais relire en prenant... Donc, si l'élève, il devrait pouvoir dire tout ça, verbaliser. Vous avez compris que s'il le verbalise, on va influencer peut-être quelque chose sur le plan de la recherche. Donc, on ne peut pas se permettre de le faire. Mais c'est important, en tant qu'enseignant, de leur poser des questions à des moments différents. Voilà, c'est ça. On va faire une résolution de problème en maths. À quoi est-ce qu'on doit faire attention lorsqu'on résout un problème en maths? Hein, c'est ça, avant. Pendant, c'est, ben voilà, tu es en plein dans la démarche, comment tu t'y prends finalement pour, etc. De même après, j'explique comment j'ai fait. Et donc ces documents, qui sont des documents dans Portfolio par exemple, il faut que ce qui vient après l'activité va venir avant l'activité d'après. Vous me suivez? Voilà, ça c'est pour les plus petits degrés, hein, on retrouve des exemples sur les critères, etc. Bien, alors, fermez les yeux, ça c'est ce qu'il ne faut pas avoir.
pour les plus petits degrés, ceux qui s'occupent des plus petits degrés, hein, les smileys, on déteste ça, Genève, parce qu'il y a une confusion entre le fait qu'on a fait je réussis pas, j'aime ou j'aime pas, et l'enseignante est contente ou n'est pas contente. Ah bah c'est pas la même chose. Hein. D'accord, on peut rester content même si tu as des difficultés. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas ça qui est important. Bien. Alors, il reste combien de temps? Hein? Oh. D'accord. Ça, c'est une feuille blanche au départ, hein, le guide de production. C'est une feuille blanche, ça, c'est les travaux d'Eddie Muller qui étaient très intéressants. Donc, on remplit les objectifs ensemble pendant les 3 prochaines semaines. Au milieu, il y a c'est procédural, le fait que je vais chercher des informations sur l'accord des verbes. Là, il y a des choses que je ne comprends pas. J'identifie le numéro du memento. La fois d'après, je ne vais pas passer 3 heures à chercher. Je vais tout de suite à la numéro 80. D'accord? Ça semble bête, mais en l'occurrence, ça aide beaucoup les élèves. Et puis, dans la partie de droite, qui est totalement différenciée, c'est quels sont les trucs? À quoi est-ce que je dois faire attention, moi, personnellement? Ben, entre les X et les S, là, je ne comprends rien du tout, etc. Il y a des mots qui reviennent tout le temps, je ne sais jamais si c'est au pluriel ou au singulier, etc. etc. Est-ce que c'est un verbe ou un adjectif? Est-ce que, voilà. Toutes ces questions, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est profondément différencié. Comment l'élève, une fois qu'il a rempli ça, il va voir qu'il progresse? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question que je vous adresse. Comment est-ce qu'il va voir qu'il progresse avec ça? Ça, il est en haut de la colline, hein. Enfin, il a fait l'ascension, là. Oui, les traces en portfolio, mais moi j'aimerais voir là-dessus, parce que lui, c'est ça qui sort tout le temps de son pupitre. Oui. Oui. Ça veut dire que l'idéal, ce serait que cette feuille devienne blanche à droite. Oui, alors il y a un autre système, c'est comme il n'y a pas d'autre colonne à droite, qu'est-ce qu'il fait l'élève? Ouais, c'est votre collègue derrière, bah, c'est tout bête, hein, mais ça montre que l'élève, il a progressé. Moi, je ne suis pas un seul orthographe. L'élève qui dit, moi, en mathématiques, dès que j'entends mon mathématiques, je suis nul, parce que ma maman m'a dit qu'elle n'avait pas la bosse des maths et que forcément, j'étais, etc. Vous n'avez jamais entendu ça? Et donc, voilà une façon de montrer, ben, écoute, tu avais des difficultés, bah, regarde, aujourd'hui, ça va mieux qu'avant. C'est ça la progression. Hein. Et donc, des exemples tout simples qu'on peut utiliser avec les élèves. Ça, c'est à 2, je vous l'ai montré. Bien. Alors, dernier exemple avant le portfolio, je dépasse un petit peu, mais vous m'en excuserez par avance. Voilà une séquence didactique de français élaborée par nos collègues didacticiens du français, à Genève notamment, mais pas que. Production initiale, des modules et une production finale. Donc, il y a 2 tâches complexes, c'est la production initiale, la production finale. Bien. Ça, c'est sur 3-4 semaines, on va dire. Hein. Qu'est-ce qui va aider l'élève finalement à progresser dans cette logique-là? C'est d'une part dans la production initiale, bon on l'a vu, de faire confronter les productions des élèves entre eux. Ça ne coûte rien de nouveau. Hein. C'est quelles sont les spécificités du genre textuel qu'on est en train de faire. Les élèves, ils savent déjà. 3-4 critères qu'on écrit au tableau noir, et ils ont les critères pour pouvoir corriger la production de l'élève, qui est la production initiale. C'est avant de commencer la séquence. Hein, donc ça veut dire que c'est normal qu'ils aient des difficultés, que le texte n'est pas beau. Ensuite, on l'a vu, hein, dans la séquence même, dans les modules, il y a cette aide-mémoire qui permet pour chaque module d'identifier ce qu'il faut retenir. Vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça? C'est le titre d'une chanson connue. À la fin, le guide de production, le guide le guide devient quoi? Il devient ça. Donc la grille d'évaluation en l'occurrence, c'est une continuité de l'aide-mémoire. Ce n'est pas quelque chose que je vous impose, je dis voilà, vous allez écrire un texte argumentatif, voilà les critères, voilà sur quoi je vais vous évaluer, débrouillez-vous. Non, il n'y a aucune surprise. Hein. Donc la continuité, et ça c'est un souci souvent qu'on a entre la dynamique d'enseignement-apprentissage et la situation d'évaluation. Hein, et les enjeux évidemment qu'on connaît bien autour de ces situations d'évaluation. Donc la grille que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est une recopie presque de ce qu'on a sorti de l'aide-mémoire. Hein, c'est une continuité voulu. Voilà, des constats au guide de production. Bien, alors, fermez les yeux. Non, je suis obligé de passer par là. Alors, les promesses et les pièges. Les promesses, ben, je vous les ai à peu près dites, hein, si ce n'est qu'on est en train de préparer les élèves
à être des adultes, évidemment, ils le sont déjà en partie selon vous enseignez, hein, mais le fait d'être autonome dans une logique professionnelle, par exemple. Aujourd'hui, dans toutes les professions, même à l'université, même sans doute dans les HEP, on a des objectifs à placer et on s'auto-évalue à partir de ces objectifs. Donc, il faut qu'on ait des compétences sur ce plan-là. Il faut que ça ait été travaillé. Donc, nous, on prépare les élèves à agir dans un monde professionnel dans lequel on va leur demander sans arrêt de s'auto-évaluer. Dans des logiques de reconversion, par exemple, de réorientation, hein, dans la VAE, on nous demande aussi hein, d'écrire des textes sur, hein, à partir de vos expériences, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, etc. etc. Donc, ce n'est pas un travail qui est purement authentique, on va dire, qui va les préparer à ça. Alors, c'est important aussi de relever les pièges. Il y en a quelques-uns, je vous en ai relevé 6, ça fait déjà pas mal. Hein. Le fait qu'on est parfois dans une injonction paradoxale, ça évidemment c'est notre ami Léopold qui avait travaillé là-dessus, sur le fait que, oui, faites ce que je dis, mais c'est quand même moi qui décide hein, finalement, je veux dire, en tant qu'enseignant. L'importance du contexte, on a bossé à fond cette année sur l'implication de l'étudiant, l'année d'après, l'enseignant n'a rien à fiche. Et donc on voit bien que ça manque de continuité actuellement. Pourquoi faire ça si ça n'a pas été fait avant et je sais que ça ne sera pas fait après? Ceux qui sont en dernière année d'école primaire chez nous, ils disent « ça sert à quoi votre truc ?» Parce que l'année prochaine, ils vont rentrer dans les filières du secondaire inférieur et on sait que ça, ils n'en font pas grand-chose. Donc il y a un vrai souci évidemment de cohérence, de continuité. Et puis, relation famille-école, des valeurs différentes. Il y a des élèves à la maison, on leur demande de tout, sauf s'impliquer. C'est la mère juive, comme dirait maman, ou la mère italienne. Hein. À la maison, c'est tout la maman qui fait. Hein. Enfin, je veux dire, l'habitude d'être autonome, évidemment, ou la compétence, j'en sais quelque chose en l'occurrence en tant qu'Italien. Voilà, donc d'autres éléments sur lesquels on pourra venir. Celui que j'ai rajouté, c'est celui d'en bas, c'est est-ce que l'auto-évaluation finalement elle n'est pas inégalitaire? Le fait qu'il y a des élèves qui déjà rentrent à l'école avec des habiletés sur ce point-là bien élaborées, alors que peu d'autres, c'est une autre planète. Hein, c'est à l'opposé des valeurs familiales, notamment, justement. Et donc là, on a un véritable souci, évidemment, qu'il ne faut pas mettre de côté. Bon, alors, le portfolio, ce que j'aimerais vous dire quand même, c'est que tout ce qu'on vient de voir ici, c'est des outils qui sont dans le portfolio. Donc, dans le portfolio, ce n'est pas seulement des aspects disciplinaires, évidemment que c'est important, des traces authentiques. Hein, on voit bien des traces authentiques, mais aussi des traces qui montrent qu'il y a une application de l'élève ou de l'étudiant dedans. Je parle de l'élève, mais la dernière diapo, ça concerne les étudiants, puisque le portfolio, on l'utilise aussi en formation professionnelle, bien sûr. Il est tout à fait pertinent. Et donc, tout ce dont on vient de voir ici, les échanges entre les élèves, entre enseignants, etc., il faut qu'on puisse garder des traces. La difficulté, c'est que beaucoup de choses à l'oral, finalement, on n'en garde pas grand-chose. Alors que lorsqu'on retrouve dans le portfolio d'un élève, finalement, les difficultés rencontrées, les régulations proposées et ce qu'il en a fait, ben, c'est ça qui montre la progression de l'élève. Et ça la montre non seulement aux parents, à l'institution, mais à l'élève lui-même, bien sûr. Voilà, ça je vais le passer. La logique réflexive. C'est important aussi dans une logique portfolio de passer du temps aux échanges. Profitez de nouveau de ces échanges. C'est-à-dire qu'on les voit dans les outils que je vous ai proposés, les échanges, hein, asymétriques ou symétriques entre élèves, mais il y a aussi dans l'élaboration du portfolio, dans le choix, dans ce qu'on va mettre dedans, il y a aussi besoin de ces interactions. Hein. Il y a une progression collective, on va dire, au profit évidemment de la progression individuelle, et vice-versa. Hein. Donc en formation d'enseignants, évidemment, on est beaucoup dans les séminaires qu'on appelle d'intégration, beaucoup dans cette logique. Alors, voilà la logique chez nous, donc à l'Université de Genève, dans la formation des enseignants, en e-portfolio, j'ai oublié le E, hein, parce qu'aujourd'hui, évidemment, en e-portfolio, qui est à l'interstice, ou qui joue le rôle de médiation, on va dire, entre ces aspects qui sont liés à l'alternance, ce qu'on appelle l'alternance, entre des stages, des temps de terrain, et des temps évidemment plus académiques, hein, d'apports différents, sans hiérarchisation pour moi, en tout cas. Et donc, c'est le portfolio qui va rendre compte de cette alternance tout au long de la formation. Alors, je ne pourrais pas aller plus loin aujourd'hui par rapport à l'e-portfolio, mais je voulais finir avec cette diapo pour montrer que toute cette logique que je vous ai présentée, ce n'est pas juste pour les petits. D'accord? Et que c'est une logique, en effet, que même en tant qu'adulte, une logique qui peut nous servir, évidemment, pour être plus autonome dans notre travail en tant qu'étudiant ou même formateur.
Voilà, désolé du dépassement.